Bon, déjà, tu quittes un pays pour aller dans un autre. Tu laisses tes parents. Bon, moi, quand je suis arrivée, dès que je suis arrivée, j'ai perdu ma mère, par exemple. Donc, c'était quelque chose qui m'a, on va dire, déstabilisée dans un premier temps. Il paraît que les acteurs gagnent bien leur vie, est-ce que c'est vrai? Bah, oui. Non, en vrai, c'est vrai, oui, oui. Un actuaire junior, quand il commence en... Aujourd'hui, avec Marie-Olivier, nous allons parler d'actuariat. Qu'est-ce que c'est? On va parler un peu d'assurance. On va parler du fait que derrière un parcours linéaire, en apparence, il y a des difficultés, il y a des péripéties, il y a des challenges personnels qui peuvent affecter notre évolution, qui peuvent affecter notre développement personnel et professionnel. On voit ça tout de suite et je vous dis bonne écoute. Qui Ok. es-tu? Parle-moi de toi. Je suis Marie-Olivier Kodo, donc j'ai 25 ans. Je suis ivoiro-béninoise. C'est vrai? Je... Oui, Je savais je suis pas. ivoiro-béninoise. Ok. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais mes parents, les deux d'ailleurs, sont béninois, naturalisés ivoiriens. Donc, je suis ivoirienne. Et je suis actuellement en Île-de-France. Je suis chargée d'études actuarielles. Donc, je fais de l'actuariat. Ça fait 3 ans que je travaille, dont un an d'alternance. Et puis, voilà, hein. C'est quoi l'actuariat? Un actuaire, on va dire, un mathématicien d'entreprise. Donc, surtout les assurances et les mutuelles, les institutions de prévoyance. En fait, on calcule des risques, les risques que l'assurance prend enfin, avec ses assurés, tout simplement. Donc, si je prends un exemple, par exemple, quand tu prends une assurance auto, bah, l'actuaire, en fait, va calculer derrière combien tu peux payer en fonction de ton âge, parce que si tu es jeune, peut-être que tu n'as pas l'expérience, en fonction de ta zone géographique, si tu conduis, je dis quelque chose à Yopougon, bien à Djamé, il y a des risques en fonction de ça. Donc, en fait, c'est simple, en fait. Bon, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Quand je dis c'est simple, c'est que c'est voilà, en fait, c'est pas difficile en termes pour comprendre, mais du coup, on se base beaucoup sur les statistiques et sur la probabilité pour calculer tout ça. Ok, comment tu fais Voilà. pour devenir actuaire? Bon, moi, j'ai fait une licence en mathématiques et informatique à Angers. Je pense qu'il y a plusieurs autres parcours. Il y a d'autres qui font des prépas, il y a d'autres qui font maths pur. Enfin, je pense qu'il y a d'autres qui font maths éco. Enfin, il y a beaucoup de parcours. Et après, j'ai fait un master en actuariat. Mais j'avais le choix entre aussi un master en ingénierie big data. Donc, en fait, j'ai des copines qui ont fait ça et qui sont actuaires aujourd'hui. Donc, en fait, tant que tu fais un peu de mathématiques, enfin beaucoup de mathématiques, tu peux devenir actuaire. Tu as fait quoi après ta licence? Tu as fait quoi comme école après ta licence? J'ai fait un master en actuariat, j'ai fait une université au Mans, c'était une fac normale, quoi. Ok, Voilà. parce qu'il me semblait qu'il y avait un certain nombre d'écoles. Il me semble qu'il y en a 8, non? Enfin, une 11, dizaine. 11 ou 10, 11. 10 ou 9, Ok, un donc il y truc a comme ça. une dizaine d'écoles qui sont habilitées à délivrer un diplôme d'actuaire. Mhm. Donc, en fait, euh, je suis pas, enfin, je suis chargée d'études actuarielles, c'est que j'ai les mêmes compétences qu'un actuaire. En termes salarial, il pourrait avoir des différences, mais vraiment, elles sont minimes, vraiment minimes. Donc, j'ai la même formation, j'ai les mêmes droits. Franchement, on pourrait dire que je suis actuaire. Sauf que, en fait, la différence avec avoir fait ces 10 écoles, c'est que elle te délivre un titre d'actuaire, parce que tu passes un mémoire devant l'Institut des actuaires, et elle te délivre, en fait, le titre d'actuaire qui te dit que tu es actuaire de l'Institut d'actuaire, l'élite et tout, voilà. Maintenant, sinon, tous les chargés d'actuariat, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc, si tu es chargé d'actuariel, tu peux travailler en tant qu'actuel. Tu as les mêmes, en tout cas, tu as la même intelligence, tu as les mêmes compétences, sauf que tu as juste pas le papier qui dit actuaire et voilà. Et toi, tu n'as pas passé ton mémoire? Non, j'ai passé un mémoire parce que j'ai fait un master, donc j'ai passé un mémoire dans mon université, mais j'ai pas passé le titre d'actuaire, tout Ok. simplement. J'ai pas.
Bon, peut-être après, hein, mais pour l'instant, je me suis plongée dans le monde professionnel, quoi. Donc voilà. Ok. Là, tu as pris comme exemple l'assurance auto, Mhm. mais je suppose qu'il y a différents domaines. Est-ce qu'il y a, du coup, il y a différents types d'actuaires? Il y a différents domaines. Par exemple, tu peux travailler en santé. Moi, je travaille en santé, prévoyance. Donc, en décès, en retraite. Enfin, il y a plusieurs types. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Il y a des actuaires qui sont, euh, comment je vais dire, enfin, qui travaillent en fait sur la tarification, par exemple, donc qui calculent les produits, combien les assurés vont payer. Et puis, tu as des actuaires qui font, par exemple, du provisionnement. Moi, j'en fais. Par exemple, enfin, je calcule combien l'entreprise doit mettre de côté pour pouvoir rembourser ses assurés. Donc, en fait, comme j'ai dit, hein, c'est de la proba. Et on doit mettre un certain nombre d'euros de côté pour pouvoir rembourser parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le risque va arriver. Quand tu tombes malade, on ne sait pas quel jour tu vas tomber malade, en fait. Donc, en fait, on doit mettre de côté par rapport, en fait, à cette probabilité que tu tombes malade. Donc, il y a plusieurs branches d'actuariat et puis je vais dire, types, hein, plusieurs secteurs où on peut travailler dans Et donc, tu fais l'actuaire. partie de ces personnes pour qui tu fais partie de ces personnes qui appliquent ce qu'elles ont appris, étudié à l'école dans leur travail de tous les jours. La vérité, bonne à dire. Est-ce que j'applique ça beaucoup? Bon, quand même, hein, parce qu'il faut avoir quand même les bases des stats, des probas, mais je t'avoue que c'est pas comment je vais dire? Par exemple, probabilité, on fait combinaison de un dans 3 machin chose. C'est vraiment pas des trucs comme ça qu'on fait. Il faut pouvoir, enfin, il faut avoir une connaissance mathématique, mais aussi avoir en fait la connaissance du marché, de l'humain. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Donc, c'est pas vraiment textuellement ce que j'ai fait en classe que j'applique, mais il faut quand même ce background, en fait, ces compétences enfin, pour la logique, pour plein de trucs qui te permettent d'exercer en tant qu'actuaire, quoi. Comme quoi concrètement? De quoi tu as besoin pour exercer en tant qu'actuaire? Bon, par exemple, moi, j'ai fait mon master en actuariat. On m'a appris, bon, non, comment je vais dire, si je mets de côté tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est statistique, tout ce qui est proba, on m'apprend des outils que j'utilise aujourd'hui. Là, par exemple, c'est concret. Par exemple, tout ce qui est, je sais pas, R, des langages, en fait, R, Python, des algorithmes, en fait, tout ça, ça me permet aujourd'hui voilà, en fait, de travailler, d'être à l'aise, en fait, sur les différents outils que j'utilise. Excel, VBA. En tout cas, ça, c'est le dada de l'actuaire, hein. Vraiment, Excel, on en mange tous les jours. Donc, en fait, c'est vraiment ce genre de compétences que tu as. Donc, il y a les compétences informatiques, quand même, qui sont très importantes. Et puis, il y a les compétences aussi, donc, mathématiques. Voilà, donc franchement, je pense aussi il y a aussi beaucoup de compétences, comment je veux dire? En français, même, si je peux le dire, parce qu'un actuaire, c'est vrai que derrière, on a beaucoup comment je vais dire? De mathématiques à expliquer. Non, je veux dire, on a des termes, en fait, actuariels, mais il y a aussi que tu ne seras pas forcément toujours devant un public qui comprend ce que tu dis. Donc, il faut pouvoir parler français pour pouvoir expliquer concrètement ce que tu fais. Si tu as un tableau, tu vas pas dire que la charge de sinistre a augmenté. En fait, tu vas expliquer concrètement qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce que ça impacte et tout. Donc, voilà, c'est ce que je dirais en fait comme compétence qu'on pourrait avoir Du pour coup, il faut quoi exercer. d'autre comme soft skills que tu développes ou que tu as besoin de développer pour être actuaire? C'est vrai que soft skills, bon, Bah, hard skills, ça va être tout ce qui est Excel, tout ce qui est ok. Python, tout ce qui est, voilà. Et soft skills, ça va être tout ce qui est communication, leadership, organisation, tu vois. Oui, ah oui, il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de rigueur. Ça, je pense que tout au long du parcours, c'est quelque chose qu'on apprend. Mais il faut beaucoup de rigueur. Euh, comment je vais dire, d'esprit de synthèse aussi.
esprit critique parce qu'on réfléchit du matin jusqu'au soir, à la vérité, bon à dire. Vraiment, on réfléchit beaucoup. Donc, il faut aussi avoir beaucoup d'esprit critique. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais plus, hein. Franchement, je pense que tout type de skills, en tout cas, tout ce que tu as en toi peut t'aider à devenir, enfin, à exercer en tant qu'actuaire, hein, pour Je moi. demande parce que tu vois, il y a des métiers dans lesquels tu es beaucoup plus exposé aux gens, donc à la Oui. conversation, à la discussion, et tu as aussi d'autres métiers dans lesquels tu vas principalement être derrière ton ordinateur à faire des calculs, tu vois. Enfin, là, je Mhm. caricature, mais tu vois, on a deux groupes, on va dire, de métiers. Où est-ce que tu peux situer euh, tes activités en tant qu'actuaire? Moi, en ce moment, je ne suis pas amenée à rencontrer des clients, mais il y a des actuaires qui travaillent dans des cabinets qui peuvent être amenés, du coup, à aller rencontrer, un client. Donc pour ce genre de cas, par exemple, je vais dire qu'il faut beaucoup d'écoute pour pouvoir aussi comprendre ce que ton client te demande. Et puis, il faut aussi avoir l'esprit du challenge parce que travailler en conseil, c'est vraiment challengeant. Il y a beaucoup de pression. C'est pas tout le monde qui travaille là-bas. Donc, il y a beaucoup de pression. Il faut pouvoir gérer la pression. Il faut pouvoir prioriser tes tâches. Donc, parce il y a des tâches qui vont venir qui sont plus importantes que d'autres. Donc, il faut pouvoir avoir la capacité de se dire, ça, je mets de côté, ça, je prends et je termine ça. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'il faut aussi bien s'habiller parce que quand je vois les personnes qui sont en conseil, en tout cas, ils sont très bien habillés. Moi-même, ça me donne envie d'aller là-bas un peu. C'est un peu comme dans les films, hein, quand tu vois, je sais pas, Murder ou bien Suits. Je sais pas si on dit Suits ou bien Suits, mais en tout cas, tout ce qui est les cabinets d'avocats et tout, c'est un peu pareil. C'est vraiment un peu pareil. Donc, il faut toujours être bien habillé, costume, machin, chose et tout. Donc, franchement, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut développer. Donc, en soi, tu as la partie où tu peux être amené à rencontrer des gens et puis il y a de la partie où tu es derrière l'ordinateur, tu ne fais que réfléchir et concevoir des modèles. Alors Voilà. explique-nous, parce que là tu as mentionné le fait que quand tu penses aux actuaires qui sont en cabinet et qui ont plus d'interaction avec les clients, ça te donne envie même d'être aussi bien sapé, bien apprêté que. Donc ça veut dire qu'il y a deux types d'actuels dans deux types d'entreprises différentes. Oui, en fait, tu as des actuaires qui travaillent en assurance, en mutuelle, en institution de prévoyance, donc dans des entreprises, on va dire, privées et normales. Et puis, bon, c'est pas comme si les cabinets n'étaient pas normaux, mais tu as aussi des actuaires qui travaillent en cabinet. Donc, je sais pas si je peux citer des noms hein, de Oui, tu peux. cabinets. Comme EY, Deloitte, bon, comme on appelle les Big Four. Donc, il y a plusieurs cabinets. Bon, après, il y a aussi des Foresight. Il y a plusieurs cabinets dans lesquels on peut travailler en tant qu'actuaire, donc en tant que consultant. Et là, c'est pas la même chose. Quand tu travailles en assurance, tu peux avoir une mission toute l'année. Bon, c'est rare, mais tu peux avoir la même mission ou des missions assez cycliques qui se répètent au fil des années. Mais quand tu es en cabinet, tu peux avoir la même chose, mais ça change vraiment beaucoup. Tu as une diversité en fait de missions que tu as. Tu rencontres plein de monde, hein, on va dire plusieurs assurances en particulier parce que tu travailles pour elles. Donc tu rencontres plusieurs assurances, tu travailles pas que pour ton assurance à toi. Et puis voilà, donc tu rencontres des personnes étrangères, des clients qui attendent en fait du résultat de toi. Donc voilà en fait. Donc il y a ces deux secteurs aussi dans l'actuariat. Tu savais que tu voulais être actuaire quand tu étais au lycée? Non, pas du tout. Je franchement, je savais en terminale, je savais vraiment pas ce que je voulais faire, hein. On m'a demandé, j'ai dit quoi? Criminologie. Dans quel monde avec mes parents j'allais faire criminologie, vraiment? J'ai Et trop pourquoi regardé avec en tes fait les parents? séries. Mes parents n'allaient jamais accepter. Pourquoi Si, tes en tout parents cas, ne si vont c'était jamais accepter? je sais pas. Franchement, criminologie, je sais pas, c'est des trucs un peu glauques, un peu de sang, tu vois. Après, peut-être il y a plusieurs secteurs. Je me suis jamais intéressée à ça plus que ça pour pouvoir aller fouiller dedans on va dire les différentes branches. Mais c'est des trucs en fait que, en tout cas, ma mère m'a dit que vraiment ça là, faut laisser, faut laisser tomber. Faut pas imaginer, Elle a été faut claire, pas vous l'êtes imaginer. dit. En tout cas, elle a dit clair.
Donc bon, après, je sais pas, c'est juste parce que je regardais aussi beaucoup les séries criminelles, les trucs comme ça. Donc bon, c'est chic, hein, mais bon, est-ce que tu peux faire ça vraiment de ta vie? Ça, c'est autre chose. Et Pourquoi tu donc en pourrais pas fait, faire ça de ta vie? franchement, moi, je me mets pas de limite, on sait jamais, hein. Peut-être si j'étais allée en droit, j'allais pouvoir faire le droit aussi. Donc en vrai, je pense que j'aurais pu, hein. L'essentiel, c'est de se donner, en fait, de se donner les moyens, tout simplement, quoi. Donc c'est ce que j'avais dit que je voulais faire. Mais sinon, à part ça, vraiment, j'avais pas d'autres envies en particulier, quoi. Donc, ou bien la chanson, hein, la musique aussi, ça, c'était quelque chose ce que j'aime beaucoup. Donc, donc c'était soit ces deux-là, soit l'actuariat, parce que ma grande sœur a fait de l'actuariat, elle aussi à l'ISMA, elle a fait de l'actuariat. Et donc, ma mère a connu ça, donc elle m'a dit, chérie, tu vas faire de l'actuariat. Ça m'a pas dérangée, je regrette pas. Franchement, je Mhm. regrette pas. Pourquoi tu regrettes pas? Ouais. Franchement, parce que je sais que j'avais enfin, les capacités de faire ça. C'est vrai que euh, quand tu es au lycée, tu fais plein de trucs, plein de matières, donc tu peux aimer beaucoup de trucs, mais pas forcément savoir où tu veux, enfin, où tu veux aller. Mais le fait enfin, j'étais pas la meilleure en maths, mais en tout cas, je savais qu'en mathématiques, ça pouvait aller. Voilà. Donc, c'était un parcours assez mathématique qu'on m'a proposé. Donc, je savais que j'avais les compétences nécessaires pour pouvoir faire ça. Donc, on va dire, j'avais assez confiance en moi. Et puis, la première année aussi l'a confirmé, hein. Donc, j'ai continué jusqu'à la fin, quoi. Et voilà. Donc, je regrette pas en soi. Ok. Je pense que si j'aimais pas, j'allais changer, mais je regrette pas. Est-ce que tu Voilà. peux nous expliquer, bah tiens, on est samedi aujourd'hui, hier, comment s'est déroulée ta journée de travail? Euh, Pourquoi hier, là, c'était une journée. Moi, j'étais en télétravail déjà, donc ça va. Mais on est en clôture enfin, en ce moment, c'est-à-dire c'est la fin de l'année, donc on doit faire des provisions, faire les inventaires. Donc, c'est beaucoup de boulot. Donc, si je peux dire hier, je crois que j'ai eu au moins 5 ou 6 réunions avec mes collègues pour pouvoir enfin, finaliser les choses. D'ailleurs, on n'a même pas fini, hein, donc comme te dire que c'est assez chaud. Donc, c'était beaucoup d'Excel parce que j'avais plusieurs. Je suis un peu sur plusieurs fronts, donc sur le décès et en même temps un peu, non, en fait, je suis que sur le décès, tout simplement, mais plusieurs types de décès. Donc, je devais provisionner, mais il y avait des problèmes de qualité de données. Donc voilà mon enfer d'hier. C'était la qualité de données pour une garantie en particulier qu'on a chez nous à la MGP. Donc franchement, c'était beaucoup de réflexion. J'ai vraiment beaucoup réfléchi hier de savoir quel assuré est là, pourquoi est-ce que lui il est vivant, est-ce que lui il n'est pas mort en vrai. C'était vraiment ça ma journée d'hier. Et puis bon, finalement, vers 17h30 j'avais clôturé tout, j'avais trouvé ce qui manquait et tout. En tout cas, tout était en ordre. Donc voilà, en fait, j'ai pas quitté Excel, on va dire. Donc voilà, Donc en gros, tu es c'était passé de ça. criminologie à calculer combien il faut payer Euh, pour des gens qui... qui sont morts ou bien qui sont pas morts. Au final, même, tout ça, c'est de la criminologie, L'un hein, dans parce que l'autre, au vraiment, final, tu n'es pas loin de ta je vocation. suis pas très loin. Je suis pas très loin en soi, franchement. Donc c'est ça. Ok. Pourquoi tu travailles en France et tu travailles pas en Côte d'Ivoire? Yeah. Bon, en vrai, je me ferme pas à retourner chez moi, hein. Je pense que tout le monde, toute personne qui quitte son pays veut retourner un moment. Donc, je ne suis pas fermée à ça, mais c'est quand, je ne sais pas. Donc, je prends mon expérience pour l'instant. Et puis, franchement, je pense que je vais retourner en Côte d'Ivoire dans un futur long, assez long. On va voir, je sais pas. Tu connais le domaine un peu de l'actuariat au pays, comment ça s'organise, comment ça marche? Bon, pas vraiment, hein. Je me suis un peu inscrite dans une association des actuaires africains. Donc bon, je suis de loin pour l'instant parce que j'ai pas encore bien, je suis pas bien rentrée dedans. J'ai participé à un webinaire avec eux où il y avait deux ou trois actuaires qui travaillaient, un en Côte d'Ivoire,
une autre au Nigeria, je crois. Donc en fait, il y avait plusieurs acteurs qui venaient expliquer un peu leur parcours et tout. Et donc celui qui travaille en Côte d'Ivoire, je sais qu'il a dit il a un peu dû recommencer vraiment à, tu vois, à l'échelle un peu, on va dire basse, hein, puisqu'il travaillait en France. Donc il a un peu dû recommencer et tout. Bon, après, je me suis pas plus penchée que ça, dessus que je me suis pas plus penchée dessus. Voilà. Donc, pour l'instant, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a des cabinets. Donc, je ne me ferme pas à l'idée de travailler en cabinet ici pour que ce soit plus facile après d'entrer en cabinet en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Ce sont des options, des petites pistes que j'ai pour l'instant, mais j'ai pas encore bien pensé au projet et tout. Voilà. Il paraît que les acteurs gagnent bien leur vie, est-ce que c'est vrai? Bah, oui. Non, en vrai, c'est vrai, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire. Bon, franchement, c'est quand même bien payé, hein. Je pense que un actuaire junior, quand il commence entre 40 et 45 000 euros. Voilà, par an. Après, là, je crois que je te donne sur 13 mois, hein. Enfin, il y a un système de 13 et 12 mois. Bon, ça, tout ça, c'est long. En tout cas, entre 40 000 et 45 000 par an. Et au fur et à mesure, il peut évoluer. Après, ça dépend aussi de l'entreprise. Il y a des entreprises où tu vas, où ils sont un peu pauvres, ils vont te donner ce qu'ils peuvent. Et si tu as pris, tu as pris. Et il y en a où vraiment, c'est de grandes assurances, de grandes entreprises, où vraiment, ils vont te... Enfin, tu peux négocier bien ton salaire, quoi, tu vois, et avoir quelque chose de vraiment au-dessus même du marché. Et Voilà. comment se fait la progression? Est-ce que ça se fait en fonction des formations que tu fais en plus ou bien c'est avec l'expérience que tu progresses financièrement en termes de salaire? Bon, si tu restes dans le même endroit pendant longtemps, tu vas pas évoluer tant que ça. Tu parles de dans la C'est-à-dire même entreprise? dans la même entreprise, oui. Si tu restes dans la même entreprise pendant longtemps, je sais pas si tu vas évoluer tant que ça. Peut-être si tu es en cabinet, je sais que chaque année, ils ont des évaluations et des augmentations d'au moins 10% comme ça par an. Mais dans les petites entreprises, par exemple comme la mienne, tu peux avoir 2% d'augmentation par an. Et puis ça même, c'est si tu as bien prié. Vraiment, c'est vraiment si tu as bien prié. Donc, ça dépend en fait. Donc, ce qui est conseillé, c'est de changer, en tout cas peut-être chaque 3 ans d'entreprise, d'assurance pour pouvoir mieux évoluer. Maintenant, si tu es passé en cabinet, vraiment en cabinet, souvent, en fonction de ton grade, si tu es junior ou si tu es senior, tu peux vraiment avoir des augmentations de genre plus 10K en fait en un changement de poste, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je dirais hein, pour une évolution en actuariat. Dit comme ça, ton parcours peut faire rêver, tu Oui, vois. vraiment. C'est vrai d'avoir le bac. Est-ce que tu as eu une bourse pour venir faire tes études à Angers? Oui, Tu vois, tu as eu le bac, tu as eu une bourse, tu es venu. Et puis, tu as un parcours linéaire, on va dire. Tu n'as pas eu de changement, d'accident, de j'ai arrêté pendant un an, je me cherchais ici, je faisais ça, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent en rêver dans la mesure où ça, c'est stable, tu vois. mhm. Est-ce que c'est vrai que tu as eu un parcours stable qui fait rêver? Bon. En tout cas, par la grâce de Dieu, quand on voit comme ça, j'ai pas fait d'erreur de parcours, erreur en griffe, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé et j'ai fini voilà, en un coup, si je peux dire comme ça. Mais en soi, il y a rien qui est facile en fait. Même si tu as un parcours direct, il y a rien qui est facile, il y a rien qui est magnifique, il y a rien qui est beau dans tous les cas. Donc, je pourrais dire oui et puis je pourrais dire non en fait. Donc oui et non. D'accord. Oui et non. Pourquoi non? Bon, déjà, tu quittes un pays pour aller dans un autre. Tu laisses tes parents. Bon, moi, quand je suis arrivée, dès que je suis arrivée, j'ai perdu ma mère, par exemple. Donc, c'était quelque chose qui m'a
on va dire, déstabilisée dans un premier temps parce que je ne m'y attendais pas. Pas au début des études, dès que j'ai mon bac, le bac que j'ai travaillé de toute mon âme pour avoir, pour lui donner, franchement, elle, tout à coup, franchement, elle s'en va. Franchement, c'était quelque chose de difficile. Donc ça, déjà, c'était un truc qui pouvait, en griffe, me gâcher la vie dès le départ. Parce que je commençais à peine, hein, c'était en octobre, j'avais commencé en septembre l'université, la L1. Donc c'est quelque chose qui pouvait vraiment assécher tout mon parcours, genre là, maintenant. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, je ne me suis pas laissée abattre, on va dire. J'ai essayé de tenir bon. Après, je ne suis pas toute seule. J'avais mon père. J'avais mes sœurs aussi qui étaient avec moi. Donc, j'ai une sœur ici aussi en France. Donc, bon, je suis pas vraiment. J'étais dans une autre ville, elle était à Paris, mais c'était pas trop loin. Donc, j'étais un peu quand même soutenue. Et puis, à travers le téléphone, on parlait et tout. Donc, je me suis pas vraiment laissée abattre par ça. J'ai travaillé hein, comme j'ai pu. Peut-être même que vraiment, c'est ça qui m'a permis aussi peut-être de tenir et tout. De me dire que ma maman n'est plus là, c'est pas le moment de dérailler en fait, genre c'est pas le moment de ne pas réussir parce que vraiment c'est voilà. Donc j'ai tout donné comme j'ai pu et puis voilà et puis après il y a eu aussi pendant la licence, on est tombé en plein Covid, donc ma première partie de licence 3 ça s'est bien passé, vraiment parmi les meilleurs, tout, tout, tout. La deuxième partie, Covid, là, ça c'est autre chose, hein. Franchement, ça c'est autre chose. J'ai vraiment eu un décrochage, voilà, vraiment, c'est ça le mot. J'ai eu un décrochage scolaire ou universitaire, je ne sais pas comment le dire, mais ça a été un peu compliqué parce que j'arrivais pas à me concentrer. Je dormais tous les jours, j'allume mon ordinateur, je dors. Je comprenais plus mes cours. Vraiment, c'était un peu je pense que là, ça a été vraiment une cassure. Même après, hein, franchement, même après le Covid, cet épisode-là a cassé quelque chose, en fait, on va dire, dans mon parcours. Parce que j'arrivais plus, j'étais à 14 de moyenne, je suis arrivée à 11,99, même pas 12. On pouvait ajouter 0,01, là, ça n'allait pas tuer, mais même pas 12. Donc, franchement, c'était quelque chose qui m'a un peu ça m'a un peu cassé. Et donc après, il y a eu quoi? Le master 1, c'était encore mi-Covid, mi-pas Covid, on sortait à peine, donc il y avait encore des trucs à distance. En fait, j'ai l'impression qu'à distance, c'est pas trop mon truc, quoi. Je préfère quand tu te lèves le matin, tu vas en cours, même si je suis pas le cours, inconsciemment, il y a quelque chose qui va rester un peu dans ta tête, tu vois. Et puis après, bosser derrière, c'est pas trop difficile, tu vois. Mais là, c'était tout à distance, vraiment, c'était compliqué de me remettre dans le bain. Donc, après ça, après vraiment cette deuxième partie de licence 3 de Covid là, pour me remettre parmi les meilleurs là, vraiment ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Donc, mais bon, en soi, j'ai quand même fini, hein, j'ai quand même terminé, mais c'était pas de tout repos, quoi. C'est genre l'école m'énervait. Vraiment. Ça m'énervait même. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. C'était, c'est vrai que on peut voir que ça a été un parcours assez rapide, si je peux dire comme ça. Mais en soi, dedans, il y a toujours des hauts et des bas, quoi. Mhm, mhm. C'est sûr. En fait, ce que tu dis est assez lourd parce que comment tu gères un décès à distance? Elle était ici, hein. Ta maman était ici? Oui, elle est décédée en France. Elle est décédée, je l'avais vue 2 semaines avant, donc disons début octobre et puis donc je devais la revoir 2 semaines après et elle est décédée le jour où j'arrivais à 4 heures du matin. Donc moi, je suis arrivée toute souriante, je riais avec tout le monde et si je savais ce qui m'attendait. Donc en vrai, c'était pas vraiment à distance. Bon après je l'ai plus revue après la dernière fois où je l'ai vue où, je lui ai dit: «Au revoir, ça va aller et tout». Donc en soi, j'étais loin un peu. J'étais quand même à Angers, elle était sur Paris. Donc on peut dire que ça s'est passé derrière mon dos, ça s'est passé un peu à distance et puis personne ne voulait rien m'expliquer. J'étais le jeune bébé qu'il fallait préserver, donc assez énervant, j'avoue. Mais après quand même, le jour où je suis arrivée, bon, j'ai quand même pu la voir. Enfin, bon, elle était décédée, mais j'ai quand même pu la voir et puis après on est parti.
un week-end à Abidjan pour faire, les, comment on dit ça? Les obsèques. Voilà. Donc bon, en tout cas, j'ai eu à vivre tout le deuil, à process. Bon, je sais pas si j'ai process l'information sur le coup, mais en tout cas, j'ai vraiment eu à vivre, à l'accompagner, à lui dire au revoir et tout, jusqu'à la fin. Donc et en vrai, j'ai pas vraiment géré ça à distance. Je lui ai dit au revoir, mais ça reste quand même une énorme douleur à enfin, qu'il faut gérer, quoi, durant toute une vie, hein, donc Comment on je fait sais pas, ça? je sais pas en fait pas, je sais pas. Franchement, j'ai pas du tout de réponse, vraiment. Moi, je sais que je prie beaucoup, donc c'est vraiment aussi la prière, mais à part ça, vraiment, je t'avoue que en fait, tu vis au jour le jour, quoi. Tu n'as pas le choix que de vivre avec la douleur, donc tu vis avec la douleur. Et puis, il y a des jours où tu es heureuse, comme s'il y avait rien, où ça va, tu ris, tu es légère. Et puis, il y a des jours où tout te revient au visage, en pleine face. Et puis, tu te dis, mais genre, j'ai plus ma maman, je suis toute seule et tout. Et tu commences vraiment, tu pleures. Donc, vraiment, il y a des... On va dire comme ça sera comme ça toute la vie. Donc, vraiment, on gère pas, on fait rien, on vit seulement. C'est ce que je peux dire, vraiment. Comment ça a changé ta vision des choses? Est-ce que ça a changé ta perception de la vie ou bien ton rapport avec tes proches? Hmm. Franchement, je sais que ça nous a beaucoup rapprochés avec mes sœurs. Ça nous a, bon, on était déjà proches, hein. Moi, j'ai un grand écart, enfin, d'âge avec mes grandes sœurs, mais j'ai toujours été, même depuis toute petite, assez proche d'elles. Donc, en soi, c'était pas un souci, mais ça nous a quand même beaucoup rapprochés. Après, j'en parlais pas. Je me suis jamais assise devant mes sœurs pour dire que, ah, vraiment, j'ai ce mal-être en moi et tout et tout. Je n'ai jamais fait ça. Mais, comment je vais dire, de façon informelle, on va dire, on se soutenait quand même, on se comprenait parce qu'on avait la même douleur et on se soutenait. Est-ce que ça a changé ma perception de la vie? C'est que vraiment, tu te dis que, ah, vraiment, enfin, tu te dis que la vie est courte, hein, parce que tu sais pas quand est-ce que tu peux t'en aller aussi, tu vois? Donc bon, c'est de faire enfin, tout ce que tu dois faire, tu le fais bien et puis, être en paix avec toi-même et puis voilà quoi et puis avec Dieu aussi et d'avancer, hein, d'avancer comme tu peux, d'avancer un peu jusqu'à arriver voilà quoi, jusqu'à l'infini, jusqu'à la suite quoi, tu vois? Donc vraiment, je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose parce que j'étais quand même jeune, tu vois? J'étais quand même jeune. Donc, sûrement que non, je pense que ça m'a responsabilisée, si je peux dire comme ça. Ça m'a appris à grandir. Bah, déjà que j'étais quelqu'un qui réfléchissait un peu rapidement par rapport à son âge, hem, je ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de grandir parce que j'étais trop le bébé je suis la dernière, en fait. J'étais vraiment le bébé de ma maman, quoi. Le bébé de bébé. Je me demande si elle était là, est-ce que vraiment je me serais débrouillée comme je me suis débrouillée là pour bon, c'est sûr que oui, je pense que oui quand même parce que tu veux la rendre fière, tu vois? Mais il y aurait toujours un côté bébé gâté. Donc en fait, on m'a coupé violemment, en fait, ce côté de bébé gâté que j'avais en moi et je pense que ça m'a juste fait grandir un peu plus vite, quoi, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Aujourd'hui, bon, tu gagnes bien ta vie. C'est toi qui nous as dit hein, que, Mais je vous ai rien dit. que les actuaires gagnent bien leur vie. Mais quand tu étais en études et que tu avais du coup ta bourse, est-ce que la bourse était suffisante ou bien il fallait que tes parents complètent? Bon, la bourse, vraiment, c'était plus bon, déjà, ils étaient pas très réguliers, si je peux dire ça comme ça. Ils donnaient ça quand ils veulent donner, donc tu ne pouvais pas vraiment compter dessus et puis en licence, j'avais quand même une école assez chère parce que j'étais à la Cato, donc c'est une université privée et c'est assez cher. Donc pour moi, la bourse, en fait, ça me permettait, en tout cas en totalité, de payer, mes cours. Donc en soi, il restait pas vraiment beaucoup pour dire que j'allais vivre avec. Donc mes parents étaient obligés quand même de m'envoyer, de l'argent par mois et voilà.
Franchement, c'est comme ça que j'essaie de m'en sortir. Après, je faisais pas beaucoup de dépenses parce que, voilà, il faut te gérer comme tu pouvais. Mais moi-même, je me dis, la somme qu'on me donnait avant, là, comment je faisais pour vivre avec ça? Et puis, en fait, vraiment, plus ton argent augmente, plus le problème de l'argent aussi augmente. C'est incroyable, en fait. Donc, voilà, en fait. Donc, j'avais la bourse, mais on m'envoyait aussi de l'argent. Alors, donc, je vais te poser une question qui n'est pas de moi, pour une fois, que j'ai pioché dans la boîte à questions. Donc, il y a une boîte à questions, il y a un lien en description. Vous pouvez poser vos questions à la prochaine invitée. Et donc, aujourd'hui, on va répondre à la question de Noura Okeni qui demande est-ce que la transition entre l'université et le monde professionnel est brusque? Non. J'avoue que comme j'ai pas trop aimé la fin de mon université, comme je vous avais expliqué, je kiffe plus ma vie maintenant que quand j'étais à l'université. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a plus ces histoires de, hem examen, de bosser ton cours, tu n'as pas bossé, tu n'as pas travaillé. Il y avait vraiment moi, je vivais aussi avec une culpabilité parce que j'avais pas la force d'aller travailler, mais je voulais rien faire aussi tant que je travaille pas. Donc franchement, au final, j'étais couchée sur ça n'a pas de sens, mais j'étais couchée sur mon lit et puis je travaille pas, je sors pas aussi. Bref, vraiment c'est voilà, donc là, franchement, j'ai l'esprit tranquille. Je pense que je me sens vraiment beaucoup mieux après avoir terminé ça. Et puis après, ici en France, comme tu as l'alternance, tu es un peu plongé dans les deux. Puis il y a des personnes qui ont fait des stages. Moi, j'en ai pas fait, mais il y a des personnes qui font des stages avant et tout. Tu es un peu plongé entre les deux univers. Donc, ça te permet de voir un peu. Quoique c'est pas vraiment les mêmes réalités quand tu prends ton CDI et puis on te dit voilà tes vraies responsabilités, ma chérie, il faut soulever tout là. C'est pas vraiment la même chose, mais personnellement, en tout cas, moi, j'ai pas eu de transition brusque. Je me sens même mieux maintenant par rapport à quand j'étais à l'université. En Je vrai, sais tu vois, pas. quand je vois la question, moi, personnellement, ça a été brusque. OK. Pour moi. Du coup, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens, en fait, pour qui la transition a été beaucoup plus douce. Est-ce que moi, j'ai trouvé brusque dans la transition entre la vie estudiantine et la vie professionnelle, c'est les soft skills. Je trouve qu'à OK. l'école, on n'insiste pas assez sur la posture, sur le networking, sur... En fait, il y a beaucoup d'informels en Mmh. réalité en entreprise qui comptent autant que tes compétences techniques en elles-mêmes. Et moi, j'étais Mmh. persuadée que mon travail suffirait. Je fais bien Mmh. mon travail, mes rendus sont de qualité. Ben, en fait, c'est tout. Tu n'as rien à me demander de plus. Mais en Mmh. fait, non. Dans tes interactions avec les gens, en fait, il faut que tu produises un travail de qualité, mais il faut également que tu saches vendre ton travail de qualité. Mmh. Alors que pour Mmh. moi, mon travail parlerait pour lui-même, tu vois, mais en fait, non. Mmh. Donc moi, c'est vraiment le plus gros choc que j'ai perçu en entreprise. Et puis, je pense qu'il y a aussi un niveau de responsabilité dans la mesure où, euh, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça un peu particulier. En fait, on n'est plus dans le vous avez un devoir à faire, vous devez le rendre dans 2 jours. Mmh. Maintenant, c'est vous avez un devoir à faire, quand est-ce que vous pouvez le rendre? Ça peut être un peu perturbant. Donc, moi, c'est vraiment les éléments. Et puis, tu es aussi garant de ton propre niveau de qualité sur ton Mmh. rendu. C'est pas quelqu'un qui a te dit, bon, au début, si, parce que tu as un N+1. Mais arrivé à un moment, Mmh. c'est pas quelqu'un qui te dit c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Et C'est du coup, ça. si tu es encore dans le... ça s'appelle le syndrome de la bonne élève, mais si tu es encore dans le j'attends qu'on me dise oui, tu as un bon point, oui, Mmh. ça c'est bien, oui, ça c'est... Ça peut être compliqué. Je Donc, comprends. non, mais très, très bonne question, en tout cas, de Noura. Elle en a posé deux, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très investi dans son développement Mmh. professionnel. Ça fait plaisir. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous avez le lien en description. On a une série de questions rapides. OK. Je vais te poser une dizaine de questions et j'aimerais que tu me répondes avec un mot. Un seul mot? Idéalement, oui. OK. D'accord. Ton plat ivoirien préféré. Aloko, poulet. Est-ce que tu avais un surnom au lycée? On m'appelle Molly. Molly, ok. Oui. Ton pire défaut selon toi, Je suis têtue. c'est-à-dire?
rebelle. C'est-à-dire qu'on me dit de pas faire ça, c'est ce que je vais faire. C'est ça. C'est Ok. mon défaut. Quel cours tu détestais le plus à l'école, soit lycée, collège, soit études supérieures? Études supérieures, là, vraiment, il y en a beaucoup, hein. Je pense que je, je vais prendre au lycée. Au lycée, qu'est-ce que je détestais? Oh mon Dieu, attends. Il y a EPS. C'est bon. Oh. C'est bon. Ah bah tiens, tu fais quoi comme cours? Enfin, tu faisais quoi comme cours concrètement? Quel type de mathématiques tu fais à l'école? Parce que tu as quand même 5 ans de formation. En 5 ans, tu fais quoi J'ai comme oublié, hein. mathématiques? Il y avait beaucoup de mathématiques, hein, différents, hein. En tout cas, en licence, tu fais algèbre, probabilité, analyse. Tu fais quoi d'autre? Il y a un truc, une sorte de mathématiques, de logique, façon bref, il y a beaucoup de mathématiques bizarres, hein. Je me rappelle plus même. Vraiment, je t'avoue que ça fait longtemps. En master, qu'est-ce qu'on fait? En master, on fait un peu de tout. On fait de la compta, par exemple, ça, c'est pas beaucoup maths. On fait de la compta, on fait beaucoup de statistiques, on fait économétrie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? À part, tout ce qui est, on fait toujours aussi de l'analyse. En fait, l'analyse, vraiment, je sais même pas comment je vais vraiment expliquer ce que c'est, hein. Vraiment, c'est beaucoup de en tout cas, c'est pas algèbre, c'est analyse. Voilà. Mais du coup, tu parles de comptabilité. C'est une comptabilité différente, non? Parce qu'il me semble qu'il y a la comptabilité bancaire qui n'est pas exactement la même que la comptabilité classique des OK, là. entreprises. Ça, c'était une matière que je n'aimais pas, par Ah, contre. ok, Donc, je ne ok, peux pas trop expliquer ce qu'on faisait dedans, je t'avoue. ok. Mais en licence, on faisait en tout cas tout ce qui est compte de résultats, bilan. Donc, Mhm, je pense que pour moi, ça, c'était la comptabilité. C'est un peu la comptabilité normale mhm, 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 qu'on fait. mhm. Euh, Ça, c'est un peu corsé quand on est en master. Je me souviens plus parce que j'ai volontairement supprimé ces informations de mon cerveau, Je peux mais c'était comprendre. pas très loin. C'était pas très loin. C'était toujours aussi dans une optique de compte de résultats et bilan, mais c'était beaucoup plus dur, en fait. Ok. Donc, voilà. Sinon, après, c'est vraiment beaucoup de proba et d'analyse, quoi, d'algèbre et tout. Mhm, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un métier que tu ne pourrais jamais faire? Peut-être juriste. Je dis ça comme ça, je sais pas pourquoi. Peut-être juriste. Parce qu'il y a beaucoup de lecture, beaucoup, tu vois, tout ce qui est droit là. Je sais que je peux faire, hein, j'aurais pu faire parce que j'aime beaucoup la littérature aussi, mais hum, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui te motive? Vraiment, mes projets pour toi sont des projets de bénédiction et non de malédiction. Donc ça, c'est quelque chose qui me permet de me rappeler que, en tout cas, mon Dieu est là et puis tout ce qui m'arrive de mal là, c'est pas la finalité. Voilà, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui a changé ta vie ou ta vision des choses? Hum, hum. Non? Non, Ok. je Ok. sais pas. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien? On va dire ma sœur, ma grande sœur. Voilà. C'est un modèle. Ok. Et est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui écoutent ce podcast aujourd'hui? Si j'ai un conseil à donner, ce serait de ne rien lâcher. Donc, même si en ce moment, il y a plusieurs facteurs dans votre vie qui vous disent que vous ne pouvez pas arriver à faire telle ou telle chose, ne vous arrêtez pas à ça. Et comme exemple, c'est ce que je te disais, c'est que, par exemple, en terminale, en mathématiques, j'ai eu quoi? J'ai eu à peine 10 vraiment toute l'année, genre tous les 3 trimestres. Alors que finalement, quand je suis arrivée, en licence, moi, j'étais parmi les meilleures. Mathématiques, je ne comprenais pas en terminale, j'ai commencé à comprendre ça au lycée. Donc après, il y a beaucoup de trucs qui peuvent impacter, enfin, tu as un peu grandi, tu es un peu plus mûr, ton cerveau est un peu plus développé, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc c'est de ne pas se fier à ce qui à la réalité actuelle et puis de pas se mettre de barrières, quoi, de pas se mettre de limites parce qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. Donc c'est aussi de bien profiter, de ces années lycée.
Parce que, surtout à Sainte-Marie, on peut se dire, franchement, c'est difficile, c'est dur, il y a trop de pression. Mais en vrai, moi, personnellement, en tout cas, c'était les meilleures années de ma vie. Et enfin, je donnerais tout, on va dire, pour revivre en tout cas ces moments-là, vraiment avec, pas seulement les moments de travail, mais simplement, en fait, quand tu te rends compte que tu as tes copines à côté, vous faites des trucs. Comme moi, je disais que j'aimais beaucoup la musique. Nous, au lieu d'aller dormir, de faire la sieste, on partait au conservatoire, je sais pas si ça existe toujours, et on chantait, on jouait, on parlait, on causait. Donc, vraiment, c'était des moments de d'innocence, quoi, on griffe, hein, voilà, d'innocence et de paix. Peut-être que c'était lié aussi aux personnes que j'avais dans ma vie à ce moment-là, c'est-à-dire, par exemple, ma mère qui était toujours là et tout. Ça peut être lié à ça, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'était les meilleures années de ma vie. Donc, profitez de ça à fond, même si c'est difficile. Je peux vous dire que, sauf si vous passez, en tout cas, des années universitaires magnifiques, mais moi, en tout cas, il n'y a rien qu'à concurrencer ce, ce temps à Sainte-Marie. Surtout Voilà. qu'on nous dit, quand vous allez avoir votre bac, vous allez voir, vous serez libre, vous Mm. serez ci, vous serez ça. Franchement, c'est pas toujours le C'est cas. pas vrai. Mm. Non, en vrai, en Moi, je suis soi, pas d'accord franchement. avec. Non, non, non. C'est Vraiment, je maintenant que les préfère. difficultés commencent. C'est ça. Je préfère la pression de Sainte-Marie. Mon seul problème, c'était C'est quoi? ça. Avoir moyenne. C'est Je ça, dois en avoir, fait. ou bien chercher tableau d'honneur, ou bien je sais pas. Mais en tout cas, c'était ça le seul problème de ma vie. Mais là, Hmm. franchement, les responsabilités, non seulement tu as les responsabilités universitaires, mais tu as les responsabilités de la vie, en fait. Mhm, Genre, mhm. tu grandis un coup comme ça. Oui, Tu c'est dois ça. payer les factures, réfléchir à tout, faire les trucs administratifs. Les, les trucs administratifs. Non, mais ça, c'est le pire, en L'administratif fait. en France. Ah non, mais franchement, c'est quelque chose, hein. Hmm. C'est vraiment quelque chose. Comme je dis, il faut vraiment beaucoup prier parce que... Voilà. Ok, ça marche, c'est clair. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Marie-Olivier, d'avoir pris le temps de nous parler de toi, de tes challenges, de tes difficultés, de ce qui marche, de ce qui marche moins. Et j'attends Merci. que tu sortes ta future chanson. Et Yeah! tu nous as dit que tu fais de la musique, Amen. donc Oui, oui, ça vient, ça voilà, vient. donc j'attends. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Merci de l'invitation. Et puis, voilà, à bientôt. Merci. Nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé du début à la fin. Merci à Marie-Olivier d'avoir partagé son parcours. Merci pour son honnêteté. Vous avez tous les liens. N'hésitez pas à poser des questions. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube pour le prochain épisode ou à tout de suite sur Instagram. À très vite.